malgré les embouteillages, comme vous l'avez souligné au début de votre émission. Embouteillage Zalaki Mouamakasi, avec la décision des services de transport, Makamba Sansinik, na côté Nabiso Pesa moi Nungu. Donc, les matins, ceux qui sont dans Nzela et Ngouma, pendant aucun peine, c'est en sens unique. Donc, vous ne venez que d'Ilipen vers magasin. Beaucoup bimaté du côté magasin vers Ipen. Ce que vous avez matin, il faut soit au bêta makolo, ou soit au yana magasin, au sala détour. Donc, c'est devenu très compliqué, surtout pour il y a université, il y a Ipen. Donc, ils ont université, veni nyonso ezape nzinga nyonso bazokende nzela magasin komata Ipen na tongo pendant 5 heures jusqu'à 10 heures nous avons des problèmes sérieux de transport. Ce qui est comme 15 heures et comme sens unique à l'inverse. Donc il faut quitter des magasins vers Ipen, sens unique. Et donc si vous êtes à Saint-Luc, là où nous habitons et les autres, si vous devez venir à magasin, vous devez faire les pieds parce qu'il n'y a pas de transport. Okay. Et donc c'est aussi une occasion de demander aux autorités de bien vouloir un peu revoir cette stratégie. Peut-être pour eux, ils ont des soubassements pour que ça paye. Mais si on peut autoriser, par exemple, des motos à faire l'essence tous les 2 sens, quoi, pendant ces temps-là de sens unique pour les véhicules, donc ça peut nous être vraiment d'une utilité vraiment très avérée. Alors, nous pensons vous poser déjà une question dans le préliminaire avant de prendre la page informative. Le 15 décembre, Guillaume, à Missy, le 15 décembre prochain, il y aura des élections législatives à Massimanimba et Yakoma. Alors, il faut dire que ce sont des localités qui étaient sujettes à des troubles, là, s'il faut le dire. Les présidents de la CENI, Denis Kadima, souhaitent réussir ces paris. Qu'en dites-vous, Guillaume, Amissi? Vous savez, c'est très important que ces circonscriptions aujourd'hui puissent remplir leurs devoirs civiques, à avoir leurs représentants au niveau national. C'était des zones à risque, zones rouges à cause de tout ce que nous avons vécu dans cette partie du pays. Et maintenant, aujourd'hui, si la CENI est à même de pouvoir organiser des élections libres, crédibles, transparentes dans cette partie, c'est quelque chose que nous devons louer parce que Massimanimba et les autres coins font partie de la République démocratique du Congo. Et avoir ces représentants au niveau de l'hémicycle, au niveau de la Chambre basse du Parlement, ferait une très bonne chose pour eux parce qu'ils ne sont là que pour les représenter. Et donc aujourd'hui, nous allons dire que la voix de Massimanimba, la voix de cette partie du coin n'est pas tout à fait exploitée au niveau de l'hémicycle. Voilà l'importance de ces scrutins. Ce n'est pas tout simplement au niveau de Massimanimba, mais même la partie Nord Kivu. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a des représentants, des députés nationaux de l'ancienne législature qui continuent à siéger au niveau. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu des élections à des endroits où les M23, qui sont appuyés par le Rwanda, qui nous agressent, il n'y a pas d'élection. Eh bien, ce sont les anciens députés de l'autre législature qui les représentent. Et donc, ce n'est pas bien. Il faut que les élections se déroulent dans toutes ces parties, dans toutes ces circonscriptions, afin qu'ils aient des répondants, des gens qui parlent au nom de la population. D'ailleurs, la société civile qui s'inquiète parce qu'en ce moment, nous sommes en train d'animer cette tranche d'animation politique. Le M23, je rappelle, soutenu par le Rwanda, prend le contrôle des Kamandi. Donc, on ne sait pas quel jour prendra fin. Non, nous estimons, par exemple, avec les débats, j'ai été content quand on m'a demandé de venir parler, parce qu'aujourd'hui, le budget de la sécurité a sensiblement augmenté jusqu'à 25,2%. Nous estimons, avec cette augmentation, l'armée aura toutes les données possibles pour bien se défendre. Parce qu'un budget qui quitte de 12 points quelque chose jusqu'à 25, c'est presque qu'on a doublé le budget de l'armée. Et donc c'est une bonne chose pour que les FRDC ne puissent plus donner des raisons possibles. Parce qu'on a doublé ou on a ajouté du budget pour la sécurité. Quelle est la raison?
Il y a aussi une autre problématique. Nous n'avons pas signé le cessez-le-feu avec le M23. Nous avons signé le cessez-le-feu avec le Rwanda. Et c'est à ce titre-là que le M23 s'est dit non, nous n'avons pas d'accord direct avec le gouvernement. Et voilà pourquoi nous, les FARDC, ne peuvent pas se lier à cet accord qui a été fait au niveau de Rwanda avec le Rwanda. Ils doivent maintenir et frapper fort ces gens-là. Parce qu'ils en profitent. Vous dites que non, nous respectons les cessez-le-feu. Vous respectez avec qui? Les Rwandais, bien sûr. Mais c'est ces plétifs-là qui jouent les rôles des agresseurs-là, qui jouent les rôles du Rwanda. Vous les laissez avancer, pourquoi? Et donc, nous devons combattre. Il faut tout bunda. Makambo bese veza makambo eza na mesa. Soki comme makambo mesa ba sololi. Mais soki eza bitumba na terrain, bino pe bubundi botika ka mungu na zo progresser. Mais jusqu'où? Jusqu'où? Il ne fait que conquérir des localités et c'est vraiment trop mal, ça fait mal. Et comme il y a le budget qui s'est mis côté il y a sécurité, nous osons croire qu'il y aura plus de prétextes pour nos FARDC. Voilà, puisqu'on parle budget, mais il faudrait également prendre l'actualité. En fait, quelqu'un m'a dit, ma constitution est dérangée. Tantôt il faut changer, tantôt il faut reviser. Les autres disent non, non, on va s'y battre, l'article M. verrouillé et tout ça. Bon, les discours actuellement en République démocratique du Congo tournent autour, bien sûr, de la... Oui, cher Tony, Makamboya, révision ou changement de constitution, ça dépend de quel côté on est. Côté à pouvoir, parce que c'est pour leur avantage. Et puis, Makamboya, révision constitutionnelle, c'est prévu par la même constitution. S'il faut réviser, bon, la constitution elle-même a prévu les modalités de cette révision ou de son changement. Je ne suis pas juriste pour entrer en détail dans les articles qui posent problème, mais il faudrait pas non plus que le régime fasse le sourd doré sur ce que, par exemple, ce que l'Église catholique a donné comme point de vue, la société civile. Il ne faudrait pas se limiter tout simplement au niveau du parti, parce que l'IDPS appuie l'idée du chef de l'État, il tient mordicus pour qu'il y ait révision de la Constitution et que cela soit fait. Non, il faut tenir compte des observations des uns et des autres. La CENCO interdit. Hein, exactement, parce qu'il y aura toujours des problèmes avec... Est-ce que c'est le moment? Est-ce que... Bon, le moment, qui définit les moments? Donc, il y a beaucoup de choses par rapport à ça. Est-ce qu'ils vont-ils toucher les articles verrouillés? Donc, en suivant ce que Kabouya a parlé, que non, les 5 ans ne suffisent pas parce qu'il ne fait que 3 ans. C'est-à-dire, le mandat ou la durée du mandat peut être touchée. Or, c'est un dispositif qui est déjà verrouillé. Pour les déverrouiller, il faut aller maintenant cette fois-ci à ce qu'on appelle, il faut passer par la population pour voir s'il faut toucher ou pas. Ah ouais. Nous avons également Joe Maele sur ce plateau. Bonjour Joe Maele, avant de recevoir Megui Kabembo qui va venir sur ce plateau pour l'actualité. Salut. Sinon, ça va? Oui, ça va avec une gymnastique matinale. Vous savez, nous sommes... à la commune présidentielle, à Ngaliema, il faut quitter Ngaliema pour arriver jusqu'en ville. Vous saviez quelles sont les gymnastiques que nous faisions le matin. Alors, avec le transport, je pense que les embouteillages et puis la nouvelle manière de fonctionner avec nos routes, ça a un peu bouleversé le transport. Donc, nous sommes là. Nous sommes toujours là pour parler de la République. Nous sommes là pour parler... en tout cas, des choses qui concernent notre pays. C'est là même qui nous pousse à nous réclamer congolais. Je pense que je salue mon co-débatteur, je vous salue. Je salue toutes les personnes aujourd'hui qui travaillent à RTGA, derrière les caméras. Je salue aussi le président Yvan Mundadi, le président du Congo Mon Héritage, qui est mon président, tous les héritiers de la République démocratique du Congo. D'entrée de jeu, si je dois dire un mot au regard... la dernière thématique dont vous avez épinglé, la révision constitutionnelle. Je pense que dans un pays démocratique, c'est ce que nous voulons, cette fièvre-là autour d'une thématique. Quand il y a une opinion qui pense contraire, une autre opinion qui pense changer, une autre opinion qui est aussi naître, en fait, c'est ça qui montre en fait, la fièvre de la démocratie. Parce qu'en démocratie, il y a diversité d'opinions. Cette diversité d'opinions, même l'actuelle constitution l'admet. Quand vous lisez l'article 22 et 23, on admet la liberté de penser, la liberté d'expression. Donc je pense que c'est une bonne fièvre, mais partons seulement dans la logique démocratique. Vous voyez, si je me réfère à
l'actuelle constitution, certes que il y a des failles, mais si je commence à la genèse de cette constitution, vous allez concevoir que lors de la rédaction de cette actuelle constitution, les principes ou le mode démocratique n'a pas été admis. Parce que lorsqu'on rédige les constitutions, il y a les modes démocratiques des rédactions d'une constitution, il y a aussi les modes autocratiques. Alors, parmi les modes de la rédaction démocratique, il y a l'Assemblée constituante. L'Assemblée constituante doit être élue par un peuple. Il faut se poser la question, est-ce que lorsqu'on révisait cette constitution, il y a eu une Assemblée constituante, point d'interrogation, élue par le peuple, point d'interrogation. Il semblerait qu'il y ait une Assemblée constituante, mais ce n'était pas une Assemblée constituante élue par le peuple. Du fait qu'il y a déviation des principes démocratiques, il faudrait le faire, parce que le Congo aujourd'hui, c'est parmi les pays exemplaires dans le processus démocratique. Bientôt là, nous allons partir dans notre 5e cycle électoral. Alors, il faudrait respirer cette démocratie, même dans nos textes et puis dans notre manière de faire les choses. Moi, je pense que nous optons pour les changements constitutionnels, qui est aussi un modèle, un moyen pour refaire certaines choses, certains textes, parce que nous déplorons aujourd'hui, si je dois chuter, nous déplorons aujourd'hui les rajeunissements de la classe politique, mais toutes les personnes aujourd'hui qui représentent le peuple aujourd'hui, ce sont les députés. Mais les députés, lorsque vous lisez l'article 103, ils ont un mandat illimité, ils peuvent se représenter tel qu'ils veulent. Si par exemple dans la nouvelle constitution, nous limitons les mandats des députés à 3 mandats, après 3 mandats, vous allez vous reposer, vous allez comprendre qu'il y aura rotation de la crème intellectuelle et puis de la ressource humaine politique, d'où nous allons changer les classes politiques facilement. Voilà, puisqu'on parle de la révision constitutionnelle, il faut vous rappeler, cependant même en ce moment au Gabon, on signale aussi qu'une nouvelle constitution est en gestation sous le leadership du président Oligui Nguema. Donc on aura également à vous parler de toutes ces informations à travers cette tranche. Alors, il y a une polémique à l'Assemblée nationale. Selon le prochain budget, le VPM Jean-Pierre Bemba Gombo promet l'achat de 60 avions et les députés, il faut dire, sont dubitatifs. Donc, c'est-à-dire de doute. Hein. On aura le temps d'en revenir avec vous, Guillaume Amissi, sur cette question. Exactement. Et aussi pour parler de notre sujet du jour, tout en respectant toujours les règles et autres lois, si vous voulez bien, de cette tranche d'animation. D'abord, on va recevoir Meggy Kabembo. Bonjour Meggy, ça va? Quand on voit la présence d'une femme, c'est comme ce qu'on appelle dans la Bible des muses inspiratrices, qui a inspiré Dieu, n'est-ce pas? Oh là. C'est la mythologie grecque. C'est la mythologie grecque. Et la mythologie latine. Quand vous parlez des muses, je suis en train déjà de naviguer dans ces mondes. Merci Meggy. Au revoir. Ça a été c'est très pédagogique. Hein. Oui. C'est très pédagogique parce que même les poètes, les peintres, les auteurs à l'époque, les artistes en général, oui. Et puis certaines personnes, certains érudits aussi faisaient appel à ces personnes-là pour trouver une source d'inspiration pour écrire. Par exemple, moi j'aime un auteur latin, Cicéron. C'est quelqu'un aussi qui traite avec ces histoires-là. Donc je pense que c'est très pédagogique. Hein. C'est très pédagogique, c'est pourquoi j'ai toujours eu à être votre avocat pour qu'on puisse élastifier votre temps. Parce que la RTGA, là je vois le directeur, le directeur 33. Je pense que ces moments c'est très pédagogique parce que ça permet aux enfants d'avoir une information et d'ajouter la connaissance. Pas seulement aux enfants, mais à toutes les personnes qui nous suivent. On apprend tous les jours. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui nous suivent, même ceux qui sont ici dans le plateau après, au travers... si je commence à poser des questions comme d'habitude à mes amis ici, ils auront du mal avec moi Non, c'est très important. Ils vont me dire, ah, toi là. Non, ça démontre un peu le caractère professionnel. Parce que lorsqu'on parle du travail, on parle de la profession, c'est une expertise dans un domaine. Alors lorsque vous êtes expert dans un domaine, il faut creuser, il faudrait vous asseoir. Alors on a aussi la dimension pédagogique, c'est très important. Dans un travail, la dimension pédagogique est très importante, c'est la dimension de la transmission.
Parce que lorsqu'on est dans un travail, on n'est pas dans la dimension de la transmission, automatiquement on tue aussi les générations qui vont venir. Oui. Merci. Merci d'ajouter quelque chose ce matin. David Motomungu, bonjour. Un peu en retard, hein Ah oui, bonjour, un petit peu en retard. D'abord, je vous remercie pour l'invitation. Et je salue nos frères, nos sœurs, des Congolais, bien aussi d'autres nationalités qui nous suivent de partout. Je salue mes frères avec qui nous partageons ces plateaux, particulièrement mon frère, les très intelligent, Joe Maïl, il est très cultivé. J'ai vu comment est-ce qu'il a brossé, il a parlé de la culture générale, de la mythologie grecque, de la mythologie latine. En tout cas, nous nous retrouvions, ça nous rappelle la belle époque de quand nous étions élèves en latin philo. Alors c'est très important, comme il est en train de le dire, non seulement d'être des politiques qui viennent avec des sujets principalement politiques, mais aussi ajouter de la culture générale, comme vous le faites d'ailleurs, et on apprécie votre travail. Et donc voilà. C'est Carrefour, hein? Ouais, c'est Carrefour. C'est Carrefour, hein? N'est-ce pas, André Coma? C'est Carrefour. Ça veut dire qu'avant de venir ici, il faut avoir une connaissance transversale. Donc il faut connaître tout, pratiquement tous les secteurs de la vie nationale. Et je pense qu'aujourd'hui, nous parlerons aussi, voilà, un peu du budget, mais ça ne nous exclut pas de parler d'autres choses pour aussi, comme Joe Maïl l'a dit, cette émission c'est aussi à caractère pédagogique parce que nous avons des étudiants qui nous suivent, nous avons des élèves qui nous suivent. Alors David, vous allez me permettre aussi d'évoquer l'interdiction, une demande faite par le ministre d'État, ministre de la Justice, qui demande au gouvernement d'interdire l'entrée des iPhones en République démocratique du Congo. Bon. Bon. André Coma, bonjour, ça va? Oui, ça va bien, c'est Tony. Ici, un peu comme l'a dit, ceux qui sont ici respectueux, avec qui nous allons débattre. Ici, j'ai suivi Joe Maïl et puis tout celui qui est ici est félicité, mais au-delà de ces éloges, nous avons fait allusion à la culture générale, mais ça doit nous aider à nous-mêmes nous approprier de notre propre culture. Parce que lorsque nous faisons appel à Kikero, comme il a dit Cicéron, nous n'allons pas nous focaliser seulement à Cicéron. Est-ce que nous ne pouvons pas être aujourd'hui appelés Cicéron du Congo? Vous voyez, c'est des questions qu'il faut se poser, c'est notamment, même si ça ne fait pas objet du débat, mais la révision ou changement constitutionnel, comme a dit Joe Maïl. C'est aussi parmi les questions, s'il faut aborder dans ce sens-là, l'éducation du Congo. Ce n'est que une aliénation coloniale. Vous voyez, donc nous avons la culture congolaise, mais qui les enfants n'ont pas l'occasion d'étudier nos aïeux, d'étudier ceux qui ont marqué l'histoire du Congo. Vous voyez, donc c'est aussi un petit souci qu'il faut, même si je ne vais pas m'hasarder là-dessus, parce que c'est maintenant tout le monde qui commente, qui veut dire quelque chose, révision ou pas, alors que ce sont des concepts qui ont fait très attention. S'il faut changement, il faut défendre sa thèse. Si révision, il faut défendre sa thèse. Donc les Congos évoluent. Les Congos, ce n'est plus les Congos d'hier. Il faut prouver certainement de quoi on est. Dans notre mœurs. Hein. Voilà. Voilà. Bienvenue. Mais M. Tony, c'est pas pour vous arracher la parole. En fait, moi, je me suis pas fixé sur la connaissance extérieure. En fait, la connaissance, lorsque nous l'accueillons, c'est un département qui doit être sous-branché par des portes. Lorsque nous parlions de ça, je parle de la connaissance du point de vue général. Mais mon frère a donné une fixation qui est sociétale. En fait, moi, je ne suis pas dans ça. Je suis dans les domaines de la connaissance universelle. C'est comme aujourd'hui, nous parlons de l'église universelle. Ça signifie que si je suis chrétien, je pars à Paris, je vais prier parce que je suis chrétien. Je parle dans cette dimension. Donc, on ne peut pas ignorer. Le problème, c'est qu'il faudrait une fixation, certes que mon frère a une fixation sur les modèles culturels de notre pays. Là, je suis d'accord. Mais lorsque peut-être il doit exclure la thèse de la connaissance universelle, peut-être dans ces parler-là, je ne suis pas d'accord. Parce que la connaissance ne s'arrête pas seulement. Moi, la personne que j'appelle Cicéron, lui partait apprendre en Grèce. C'est un latin qui partait apprendre en Grèce. Donc je pense que la connaissance a une dimension universelle. Mais le problème, c'est la fixation sociétale. C'est ça le grand problème. Donc il ne faudrait pas limiter la connaissance. Les Occidentaux aujourd'hui,
ce sont des personnes qui nous ont donné et qui continuent à nous donner une très bonne connaissance. Mais le problème, il faudrait cartographier notre société. Nous avons par exemple aujourd'hui le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de la Nouvelle Citoyenneté. Ce sont des ministères qui doivent travailler sur le format, les types d'une société. On va inclure les matières extérieures, mais il faut donner une société à la congolaise et puis on ouvre notre branche. Très content de ce bonne petite minute de débat. Hein, parce que c'est pédagogique. J'ai suivi, parce que nous devons aider la société. J'ai suivi, on a stigmatisé, on a instrumentalisé certains jeunes pour marcher, hein, justement alors que la chose n'est pas encore mise en pratique. Changement ou révision. Mais j'ai vu le jeune marcher. Non, nous ne voulons pas. Donc on a utilisé ces jeunes dans ce sens-là, qui parfois ne comprennent même pas la Constitution en combien, ou qui n'ont pas l'occasion, ou qui ne maîtrisent pas les articles qui comptent la Constitution. Même un seul article, ce n'est pas mal. C'est notre pays. Mais est-ce que vous maîtrisez le tenant et les aboutissants de cette Constitution? Moi, on va m'utiliser, alors va marcher, va brûler de pneus, alors que je ne sais même pas où est-ce que la situation a commencé, où est-ce que nous allons. Et c'est aussi qui soutiennent. Vous soutenez pour quelle raison? Vous voyez? Donc on est dans cette... un peu dans un... Et votre avis, vous êtes pour le changement, la révision de la Constitution? Merci beaucoup pour la question, M. Tony. Pas changement. D'abord, la révision. La révision, c'est tout à fait légal et c'est normal. Même les changements. Mais à ce niveau, à ce stade actuel, on peut réviser certains articles, tout comme en 2011. Quand il y a changement, il y a une nouvelle république. Il y a une nouvelle république, tout simplement. On passe de la 3e à la 4e république. Qui, chose n'est pas facile. Et les contextes, pour me donner l'occasion, parce que c'est la communication. Les gens blaguent et minimisent les choses. On pense qu'avoir fait le droit, l'économie, c'est ça. Alors que tout autour de la communication, les contextes, vous voyez, ça pose problème. Le contexte, est-ce qu'il est celui que le débat allait avoir lieu? Le contexte. Et la manière, le cadre que ça a été dit, que ça s'est dit. Et la réalité que passent les Congolais, la vie que mènent les Congolais à ce niveau. Et c'est le moment de parler aux Congolais du changement ou de la révision constitutionnelle. C'est des questions qu'il faut se poser. Les Congolais sont maintenant dans les sociales. Maintenant, j'ai suivi le frère qui a dit ici, lorsqu'il venait, il a fait ça pour le transport. Moi-même, est-ce que c'est des choses qui, d'abord, qui doivent nous préoccuper en tant que Congolais, en tant que dirigeants, les sociales du Congolais? C'est peut-être au second imaginaire qu'on peut penser, bon, voilà, nous avons quand même, on a fait asseoir les sociales du Congolais. On peut maintenant passer à la deuxième chose. La deuxième chose, c'est que nous voulons peut-être élargir l'éducation nationale ou ceci, tout ça, mais on se voit un peu bloqué suite à tel ou tel autre article. C'est à ce niveau-là qu'on peut. Mais dès lors que vous n'avez même pas coordonné quelque chose, même lui-même, le chef de l'État, le sait qu'il a, il a des 6 engagements qu'il a promis aux Congolais et devant Dieu, devant tout le monde, comme il avait dit, alors qu'il est en train de se battre, ne fût-ce que pour réaliser 2-3 de ses engagements dans un premier temps. Alors que même pas 2 déjà réalisés, mais vous venez avec une autre demande, alors que lui-même sait qu'il a vraiment une dette morale de ces élections, lui-même l'a dit. La massivité des Congolais, comment les Congolais ont voté pour le chef de l'État, donc lui-même a dit que c'est une dette morale. Le pourcentage dû jamais depuis la naissance, ou depuis que le Congo est Congo. Alors qu'il doit d'abord se battre tout pour donner aux Congolais ne fût-ce que du sourire. Mais ça, mais il y a un débat qui est un peu inopportun. Parce que rien ne se bloque au niveau de la Constitution. Qu'on ne sait pas ça. C'est inopportun. C'était pas ça ma préoccupation. Parce que la réalité, vous savez, le priorité dépend d'un cas à l'autre. Comme je disais au début là, que vous pouvez peut-être dire que non, ce n'est pas les moments. Qui définit les moments? Qui définit les priorités? Qui définit... vous avez bien raison de tout ce que vous venez de dire, mais qui définit tout ça? Je dis que le changement ou la modification dépend d'un cas à l'autre. Seulement qu'il faut, savoir aussi écouter l'autre camp qui peut peut-être marcher, n'est pas dans le même sens que vous.
C'est très important. Et donc, les priorités, chacun peut les définir. Tel que nous sommes ici, chacun a ses priorités. Vous avez vos priorités. J'apprécie quand même la façon dont il est en train d'analyser. Je trouve vraiment. Sinon, on ne risque pas c'est très important. Donc, les priorités dépendent de tout celui qui les met. Mais quand même, je suivis le chef de l'État. Mais moi, si ce n'est pas pour monopoliser aussi la parole, c'est que on ne parle pas des priorités. Ici, il faut consulter l'approche sociologique. Voilà. Cette approche qui permet à ce que nous puissions examiner la société. Est-ce que, moi je pars en défaveur, je suis en train de me diversifier avec mon frère. J'examine la société. Est-ce que les textes actuels collent avec les réalités sociétales? Pourquoi aujourd'hui la plupart des personnes nous disent on parle des réalités. Oui, les réalités, ce sont des faits que nous vivons. Je vous donne un exemple. Et quand vous lisez l'article 6 de la Constitution, cet article dit ceci, que tout Congolais a le droit civique, tout Congolais qui a les droits civils et politiques peut créer un parti politique ou s'affilier à un parti de son choix. Je m'arrête au verbe créer. Vous connaissez la conséquence de cet article? C'est la prolifération des partis politiques aujourd'hui. Nous sommes à plus de 900 partis politiques. Démocratique. Donc c'est la prolifération. Or, la Constitution, dans cet article, laisse une certaine largesse. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il a fallu que la Constitution apporte une touche de précision pour dire que nous sommes dans un multipartisme limité. Soit on peut aller dans un bipartisme, multipartisme limité, donc on peut avoir 10 courants. Toutes les personnes doivent s'aligner derrière ces 10 courants. Ou on peut avoir un bipartisme. Ce sont les démocraties. Mais lorsqu'on parle d'un multipartisme illimité, toute personne qui jouit seulement de ses droits civils et politiques, on a une prolifération. Aujourd'hui, lorsque mon frère parle du social, l'article 58 de la Constitution, qui parle de la redistribution des richesses de la République démocratique du Congo, d'une manière équitable. Posez-vous la question, M. Tony, quel est le mobile de cette redistribution? Quel est le mobile? Y a-t-il une loi portant redistribution des richesses de la République démocratique du Congo? La loi n'existe pas. La Constitution reste dans une ambiguïté totale. L'effet, c'est que la Constitution actuelle démontre ses limites. Il y a des vides. Il y a les zones d'ambiguïté aussi. Et continue avec... Cette constitution a été rédigée par les étrangers, c'est vrai? Non, permettez, ne fût-ce qu'un mot, et dans la société, il y a des débats à gauche, à droite, mais c'est l'occasion, et je profite pour dire à nos caméramans de bien me fixer lorsque je vais dire ceci. C'est pas à vous de demander. D'accord. Alors, je vais dire ceci, mais c'est tout. Parce que nous avons étudié pour aider ces pays. J'ai on veut dire bilingue. Bilingue. J'ai aimé à Autosala. Nous sommes à la grande chaîne, la RTGA. Et ça, moi j'ai dit, je peux tout laisser sauf ça. Topé sa tâche, Tony, la constitution, constitution, c'est et sauf. La constitution, c'est la nôtre. Lorsque vous allez lire l'exposé des motifs, on dit, nous, peuple congolais. La constitution n'a pas été écrite par les étrangers. Je ne veux pas, je l'ai dit ici, je prends la position de telle, je la défends. Je ne sais pas dans quel contexte X ou Y a défendu sa thèse. Et moi qui relaie sa thèse, je dois être à même de défendre. Mais si je ne suis pas à même, je ne comprends pas dans quel contexte. C'est ça la communication. Il ne faut pas prendre un contexte de quelqu'un, vous l'incarnez, vous la défendez. Mais moi je vous ai donné mais on ne permettez pas vous. Aujourd'hui, Monsieur Maïlé, laissez-moi envoyer la matière. La question à se poser. Laissez-moi envoyer la matière. Est-ce qu'aujourd'hui, nous ne souffrons pas, nous ne parlons pas du rajeunissement de la classe politique? Non, je parle. Nous ne parlons pas du renouvellement ou du rajeunissement de la classe politique. Nous ne parlons pas de ça. Bien sûr que c'est. Et ce n'est pas un fait. Alors, que dit la Constitution regarde du renouvellement de la classe politique? Excusez-moi. La Constitution ne dit rien. La Constitution, d'ailleurs, permet à ce qu'il y ait, comment dirais-je, mainmise de ces personnes que nous appelons les vieux. Parce que lorsque la Constitution, dans son article 103, dit que le mandat d'un député est illimité, les mandats d'un député, dites-moi, un député qui a fait 5 mandats, 6 mandats, 7 mandats, 8 mandats. Comment est-ce que vous allez les limiter? Parce que la Constitution lui octroie ces droits-là. Mais lorsque la Constitution va dire qu'après 3 mandats à la législature,
il faudrait que la personne ne se représente plus. Vous allez comprendre, automatiquement, il y aura rotation de la ressource humaine. Merci. Si aujourd'hui la Constitution... S'il vous plaît, rentrons dans un sujet là-dessus. Constitution... Mais permettez que ça soit même prochainement. Hein. Il n'y a pas de problème. C'était parmi mes questions préliminaires. La Constitution n'a rien à... La Constitution prévoit tout. Donc la Constitution, c'est une loi fondamentale. Non, ça c'est faux. Il n'y a rien qui est obsolète. C'est faux. La Constitution. Non. Vous voulez désacrer la Constitution. Quand vous dites que vous la Constitution... Quand il dit que la Constitution... Là, c'est comme si... tout est navigué dans les domaines sacrés. Parce que le tout, c'est Dieu. La Constitution étant écrite par une personne, la Constitution étant écrite par les personnes a un caractère imparfait. Merci, s'il vous plaît. Oui, quand vous dites que s'il vous plaît, évoluons. Je rappelle que hier, c'était la journée internationale de la gentillesse. Soyez gentils. Et aujourd'hui, c'est la journée mondiale du bon sens. Hein? Donc, dans la vie. Donc, un raisonnement, une réflexion véridique. Hein? Donc, ensemble. On va essayer de... Et puis il y a quelqu'un qui a dit le bon sens est la chose la mieux partagée au monde. Il y a un autre... C'est ça qui nous renvoie à un raisonnement correct, hein? Le bon sens. Donc, alors, David Motomungu, vous avez la parole. Merci de nous aider, vous êtes en direct. Parlons du budget 2025. Quelle rubrique mériterait grande affectation selon vous? Alors, je voudrais quand même qu'on essaye de parler dans les débats. Aujourd'hui, nous sommes en train de réfléchir sur ce budget 2025 qui est en plein traitement à l'Assemblée nationale, dirigée avec compétence par le professeur Vital Kamerhe. Alors d'abord, quand vous observez le budget de la République démocratique du Congo sont ficelés au niveau de pourcentage où ils sont, vous vous dites quoi? D'abord, j'aime particulièrement cette émission. On va plus naviguer, comme le dit Jomaï, dans la dimension pédagogique. Parce qu'il est très important d'expliquer aux gens d'abord, de 1, ce que c'est le budget. De 2, comment est-ce que les budgets de l'État fonctionnent. Et de 3, comment se passe, comme l'a dit Jomaï, la redistribution de ce budget. Mais permettez-moi d'abord de placer juste un mot, hein, comme il a dit. Moi, j'ai fait un mot sur la Constitution. Allez-y. Vous savez, lorsque la Constitution a été promulguée le 18 février 2006, au lendemain de sa promulgation, non, l'année qui a suivi sa promulgation, en 2007, il y avait déjà un grand constitutionnaliste aujourd'hui, qui d'ailleurs, Geneton, il est en train de s'ériger contre la révision constitutionnelle, le professeur Auguste Mampouya, qui avait déjà dit qu'il c'est lui qui a le rédacteur de l'article 220. Les co-rédacteurs, voilà. Il a parlé par exemple de l'article 70. L'article 70 qui dit le président reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Lorsque nous lisons cet article-là, vous allez comprendre avec moi que la Constitution n'a pas tout réglé dans ce sens-là. On ne dit pas quand est-ce que le président, au cas où il n'y a pas élection, qu'est-ce qui se passerait? Vous voyez, donc c'est des articles qu'on doit revoir au cas où il n'y a pas élection. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passerait? Et il y a une jurisprudence ici beaucoup plus éloquente, celle de 2016, qui avait permis au président Kabila de rester en fonction parce qu'il n'y avait pas eu élection. Vous voyez, donc ça va nous créer alors des problèmes. Alors, revenons sur le sujet du jour. C'est cet article qui contredit le chef de l'État? Non, ça ne contredit pas le chef d'État. Ah, on me fait signe bilingue. Zone d'ombre. Ça crée une zone d'ombre, ça crée un mythe. Donc, ça n'a pas fait parler la loi. Lorsqu'on dit que le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu. Mais au cas où il n'y a pas élection, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu ce cas en 2016. Ils étaient obligés d'aller saisir la Cour constitutionnelle pour interprétation. Mais vous savez, lorsque la politique prend le droit au cou, ça voudrait dire que lorsque la politique entre par la porte, le droit sort par la fenêtre. Vous voyez, donc ça nous a créé des problèmes. C'est pourquoi on voudrait avoir une constitution beaucoup plus explicite. Que ça nous explique, n'est-ce pas, cas par cas. Là, je vous ai pris juste un cas comme ça, hein, de l'article 70. Jomaï, il a parlé de manière, en tout cas, beaucoup plus éloquente d'autres articles. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Revenons sur le budget. Je suis très content aujourd'hui de pouvoir parler, en fin de compte, du budget parce que c'est mon domaine de prédilection. Et il faut dire ici, je suis économiste publiciste. Ça veut dire que je suis... On m'attendait de parler de la Constitution. On en parle tous les jours. Aujourd'hui, parlons du budget. Spécialiste de l'État, oui.
D'abord, il faut dire que par sa définition, le budget, c'est un document juridico-financier, économique aussi, si je pourrais ajouter cela, qui définit, d'une part, quelles sont les recettes de l'État, et d'autre part, ce que sont les dépenses de l'État. Ça voudrait dire que ça définit de la manière dont l'État va collecter les ressources, d'une part, et d'autre part, la manière dont l'État va dépenser ces ressources-là collectées. Et ce qui s'est passé au niveau de l'Assemblée nationale, ça voudrait dire que c'était l'examen de l'adoption de loi de l'exercice budgétaire 2024-2025. Alors il faut dire ici, une fois que lorsque le budget est adopté au niveau de l'Assemblée nationale et puis voté, ça devient une loi. Et c'est ce qu'on appelle la loi des finances. Et c'est cette loi-là qui permet à l'État, n'est-ce pas, d'avoir un document. Qui passera également pour une deuxième lecture au Sénat, ça va passer avant au la Sénat, promulgation par mais le c'est Sénat. l'Assemblée nationale qui a prééminence. C'est l'Assemblée nationale qui a prééminence. Mais maintenant, il faut dire aussi, il y a un exercice qui se passe avant de pouvoir voter un budget, c'est qu'on appelle la reddition des comptes. La reddition des comptes, ça voudrait dire que c'est l'argentier national, le ministre des Finances, qui revient au niveau de l'Assemblée nationale pour expliquer comment est-ce qu'on a géré les budgets précédents. Et vous avez vu l'actuel ministre des Finances, ici laissez-moi saluer le management du chef de l'État, parce qu'il a choisi l'un des meilleurs d'entre nous, en la personne du ministre des Finances, l'actuel Doudou Fouambali Koundé Libotaï, qui lui, en tout cas dans sa pratique, qui est en train de faire différemment que son prédécesseur. Parce que lorsque vous avez vu la reddition des comptes qui s'est passée au niveau de l'Assemblée nationale, dans le principe de la continuité de l'État, quand bien même que c'était le ministre Kazadi qui était ministre des Finances, mais il fallait que l'actuel ministre des Finances, le ministre Doudou Fouambali Koundé, expliquait comment est-ce qu'ils ont géré les budgets 2022-2023. Voyez-vous? Mais maintenant, lorsque vous regardez par exemple dans la rubrique des dépenses, parce que ici, à signaler ici, c'est très important de pouvoir avoir des recettes. Mais la partie beaucoup plus importante du budget, ce sont les dépenses. Parce que vous comprendrez avec moi ici, lorsque par exemple on est en train de parler de plus de 51% de la reddition des comptes du budget 2023-2024, 51% des dépenses en urgence. Donc ça voudrait dire que l'État, n'est-ce pas, avec son ministre des Finances, ils ont priorisé des dépenses qui n'étaient pas prévues dans les budgets. Or, lorsque vous faites cela, c'est parmi des causes qui créent, n'est-ce pas, un mauvais climat économique. Mais l'actuel ministre des Finances, il a pris l'engagement, je salue encore ici, de dire que cette fois-ci, avec les budgets de 2024-2025, il va changer les pratiques. Ça veut dire qu'on va cesser un peu avec ces pratiques-là de pouvoir toujours passer, comme on dit, des dépenses en urgence, des dépenses en urgence, des dépenses en urgence. Mais maintenant, une fois que l'État a collecté ses ressources, mais maintenant il faut aussi expliquer à nos amis comment est-ce que l'État collecte ses ressources. D'abord, il y a ce qu'on appelle les recettes de l'État. Il y a ce qu'on appelle les recettes fiscales. Ça veut dire qu'à travers la DGI, la DGDA, toutes les régies financières, il y a ce qu'on appelle les recettes non fiscales, n'est-ce pas? Avec la DGRAD, ou on appelle d'autres recettes administratives, des recettes non fiscales. Il y a des prêts, et il y a les legs, il y a aussi des dons. Et c'est comme ça que l'État, n'est-ce pas, collecte maintenant ses ressources. Là, maintenant, une fois que l'État a ses ressources, comme on a dit que M. Zahabilenk, l'État, comme c'est le ménage, c'est un agent économique. Donc c'est comme Tony Koko, vous avez vos recettes. Vos recettes, comment est-ce que vous l'obtenez? Par exemple, avec des rémunérations. Lorsque vous êtes payé au niveau de la chaîne ici de la RTGR, vous avez votre argent, vous vous dites que, mais quelles sont les priorités? Comment est-ce que je vais? Je dois manger, je dois me vêtir, je dois payer la maison, je dois boire. C'est la même chose aussi avec l'État. Alors, les rubriques, ils ont la préoccupation, Makasi Nambo Kanabiso. Ils ont des affectations sociales. Voilà. Entre autres, santé publique, agriculture, importation. Il y a l'affectation de l'éducation nationale, pour l'éducation, pardon, nationale. Wana Nazalaki, niveau de la recette. Si on a niveau de la dépense, il faut expliquer. L'État doit dépenser à ça. Il y a une procédure, un engagement. Engagement ni kolobake muto azana posa oyo azwa mbongo misolo côté à l'état ndingo lobi exemple ministère ya économie ministère ya éducation alobi que tozana posa ko tonga ba école mais il faut mbongo yuta na l'état bino ndeko bosa la engagement affectation pour la défense nationale également ils ont liquidation ordonnancement et puis paiement à niveau il y a banque centrale na ministère de la finance. Mais maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi le vrai problème qu'il faut dire au niveau du budget? Qu'on a vu des députés nationaux qui sont passés, je parle ici du professeur Matata Pogno, du professeur Godempoy, qui sont des grands doctrinaires en la matière.
Mais maintenant, ce que nous craignons ici avec ce budget, c'est quoi? D'abord, lorsque vous avez dit des secteurs qui devraient bénéficier des fonds, je ne peux pas comprendre dans un pays comme le nôtre qu'on n'ait pas parlé du secteur du tourisme. Nous sommes dans un pays qui a vocation touristique. Je vous donne un cas. Ici, j'interpelle le gouvernement. Vous savez, le chef de l'État venait d'être à Kisangani. Lorsque le chef de l'État est allé à Kisangani, il est allé au cimetière actuellement le plus long de l'Afrique. Là où il y a eu la guerre entre les Rwandais et les Ougandais. Je crois que ça s'était passé le 2 août. Lorsqu'on a tué nos frères là-bas, la guerre de 6 jours. Voilà. Génocoste. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Mais lorsque les touristes vont commencer à venir, par exemple lorsqu'ils vont à Kisangani, vous allez expliquer, vous profitez pour expliquer l'histoire. Vous profitez pour expliquer comment est le contexte dans lequel on a tué nos frères. C'est la même chose que le Rwanda a fait, n'est-ce pas, qui a permis au Rwanda aujourd'hui d'avoir la sympathie de la communauté internationale. C'est ce que nous devrions faire, ça fait partie du tourisme. Mais ici, il faut signaler ce qui est beaucoup plus important en termes de la qualité de la dépense publique. Ça voudrait dire que là, je parle des dépenses d'investissement parce qu'il y a des dépenses de consommation, état de rémunération. C'est pourquoi même moi, s'il faut encore revenir sur la Constitution, même notre Constitution nous a créé un État qui est obèse. Vous allez voir qu'on a l'État qui consomme pratiquement tout ce que l'État, les institutions consomment, tout ce que l'État collecte. Mais où est la part du social, comme vous êtes en train de dire? Où est la part du peuple? Ici, par exemple, moi, je voudrais encore voir, vous allez comme le gouvernement l'a dit, qu'on puisse prioriser des secteurs comme la sécurité et la défense, comme on est en train de dire aujourd'hui. Parce que nous sommes en situation de guerre. Lorsque nous sommes en situation de guerre, c'est comme l'a dit quelqu'un, que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc ça veut dire que pour tenir face à la guerre que nous sommes en train de connaître à l'est de notre pays, il faut affecter encore beaucoup plus de ressources dans le secteur de la sécurité et de la défense. De deux, je voudrais encore voir le secteur de l'éducation nationale. Mon frère, en début de l'émission ici, il avait parlé par exemple de la culture dans le domaine de l'éducation où on est en train plus d'étudier, n'est-ce pas, des cultures extérieures, des cultures occidentales. Mais pourquoi pas, il faut qu'on change un peu même nos manuels scolaires avec nos enfants. Parce que nous, on a étudié les Cicéron, ainsi de suite, mais on n'a pas étudié, exemple, qui Vita. On n'a pas étudié la Jeanne d'Arc congolaise. On n'a pas étudié en profondeur même Patrice Emery Lumumba. Parce que même ici, vous avez vu, il y a un musicien qui a chanté que Lumumba Koufa, Nadiki Diki, moi, mais c'est l'histoire du commun des mortels congolais. Et ça, c'est des choses, n'est-ce pas, qu'on doit en tout cas essayer de changer. Mais pour qu'on le change, il faut qu'au niveau de l'affectation des budgets, comme vous avez dit, mettre beaucoup plus de moyens à ces secteurs-là qui est par exemple les secteurs de l'éducation nationale. Je conclurai en disant ceci, que ici je salue en tout cas les managements, l'intelligence du ministre des Finances de Doufouamba. Parce que ici par exemple, avec la question de la dette publique, on ne pouvait pas comprendre, cher Tony. Vous savez, l'État, pour qu'il ait un peu de moyens, il faut qu'on ait des prêts, donc ça veut dire d'autres financements qui viennent des institutions financières internationales, notamment les institutions de Bretton Woods, comme on dit, la Banque mondiale, le FMI, s'il faut ajouter aussi la Banque africaine de développement. Mais comment ça s'est fait que l'argent qu'on a de ces institutions-là, ça arrive ici pour qu'on paye la dette publique intérieure? Nous sommes en train de payer des dettes non certifiées. Ça voudrait dire que pour des dettes non certifiées, que le ministre Nicolas Kazaï doit nous expliquer comment est-ce qu'il est arrivé à payer des dettes non certifiées et puis en procédure d'urgence. Ici, je dis tout simplement à tous les Congolais, vous savez, cher Tony, dans notre pays, lorsqu'on a un d'entre nous qui fait correctement son travail, on doit l'encourager. Parce qu'il n'y a pas beaucoup. Je vais vous lire ici ce que fait Doudou Fouamba. Il a pris l'engagement devant la représentation nationale, parce que nous sommes représentés par nos députés au niveau de l'Assemblée nationale, de changer des pratiques, de lutter contre la corruption, de ne plus commencer à payer les gens en procédure d'urgence, de prioriser des dépenses qui sont importantes, des dépenses comme en ce qui concerne l'éducation, des dépenses qui concernent la sécurité. Vous avez vu le ministre, il a signé un protocole d'accord. L'agriculture, non? L'agriculture aussi. C'est pas il a signé un protocole d'accord. Oui. Hein? On doit rehausser cela. Non, j'ai parlé du souvent moins de 10%. Aujourd'hui, c'est à 16%. Aujourd'hui, c'est à 16%. J'ai parlé du ministre Doudou Fouamba Likonde qui a signé un partenariat en ce qui concerne la santé des professeurs d'université. Donc ça voudrait dire maintenant ils sont pris en charge par l'État.
et cela va être financé. Il est dans son élément, hein. Il ne va pas nous arrêter de parler. Vous comprenez ici, j'ai conclu pour ne pas monopoliser la parole, j'ai conclu en encourageant le ministre Doudou Fouambali Koundé qu'il continue avec l'attitude qu'il a prise maintenant, parce qu'il a même dit, Tony, cette fois-ci, même la dette publique intérieure, on paiera même des gens qui ne connaissent pas les ministres des Finances. Parce que vous savez, dans notre pays, il y a une pratique ici qu'on connaît nous tous. Pour être payé par l'État, il faut avoir des relations avec les ministres des Finances. Mais aujourd'hui, je salue encore l'engagement qu'il a pris. Jusqu'à présent, il n'a payé aucune dette publique intérieure parce qu'il est en train d'étudier les dossiers au cas par cas et il payera des dettes publiques qui seront en conformité avec la loi des finances. Guillaume Amissi, vous avez la parole. Les Congolais éprouvent ces derniers temps de difficultés contraignantes dans l'alimentation quotidienne. Il faut le dire, ils mangent difficilement dans leur maison. Au lieu de manger 3 fois comme auparavant, c'était le matin, midi, soir, ils sont réduits à n'y manger qu'une seule fois. Parfois même pas. Voilà. Alors, pour les importations, vous souhaiteriez combien de pourcents dans le budget, par exemple? Bon, merci, cher Tony. Je salue notre économiste. Je l'ai suivi avec beaucoup d'attention parce qu'il est dans son domaine. Nous sommes des gens qui prenons des informations à gauche, à droite. Nous lisons tout ça, tout ça. Ce que j'ai d'abord apprécié avant de répondre à votre question, les budgets ont augmenté de 21%. Ça, c'est très important. Et parmi les rubriques auxquelles on a touché, il y a plus la sécurité nationale qui est très importante, qui est allée jusqu'à 25%, 25,2%. L'agriculture, comme on a parlé ici, de 16%. C'est très important, Tony. J'ai lu aussi le développement rural est allé jusqu'à 13,7%. Il y a des investissements jusqu'à 48%. En 2024, c'était autour de 15%, mais cette fois-ci, c'est autour de 48%. J'ai aussi parlé. On peut bien parler des chiffres. On peut bien parler parce qu'il nous a défini le budget comme étant, c'est comme une ligne de conduite que le gouvernement émet pour suivre tout ça, tout ça. Mais le problème, c'est l'impact de ces budgets sur le vécu quotidien de la population. Les lots sont que na masina, sinon la sécurité babaki c'est 25%, développement rural et comme 13%, mais makamwa na nyoso toujours mon angoté. C'est ça que les gens disent. Or, vous voyez l'impact parmi les décisions que le chef de l'État a prises, qui a eu d'impact sur la population, il y a notamment la gratuité de l'enseignement. Ce sont des décisions qui ont d'impact direct sur le vécu quotidien. L'éducation nationale, c'est l'un des pivots de base. C'est très important. On a ajouté sur la santé pour tous avec la maternité gratuite. Peut-être que les gens parlent. Ce sont des choses qui, imaginez, pour mettre au monde, c'est tout un budget. Mais aujourd'hui, quand même, ça soulage un peu nos femmes. Et ça, même si il y a derrière tout ça, il y a des accointances, tout ça. Mais le fait d'abord de décider que cela soit gratuit, c'est très important pour notre vécu quotidien. Et donc, dans le budget... Il y a aussi la rémunération des enseignants. Pour décompter souvent... qui pose toujours problème. Les grèves inattendues et brusques. C'est ce que je disais, que nous pouvons aller jusqu'à 18 milliards. Parce qu'aujourd'hui, Mme Soumino nous a présenté un budget de 18 milliards. Il y a aussi le problème de pouvoir distribuer, mais aussi de pouvoir d'abord comment avoir cet argent, comment mobiliser cet argent. Parce que nous savons que j'ai lu dans les rapports, je suis allé dans les sites du budget, j'ai vu ce qui s'est passé en 2024. Nous sommes allés jusqu'à 58% dans le cadre des recettes au niveau interne. Donc la mobilisation au niveau interne pose problème. J'apprécie ce que l'Assemblée nationale est en train de faire à travers la commission économique et COFIN. J'apprécie tout ce qu'ils sont en train de faire. C'est tout un travail de titan qu'ils ont fait. Et ils ont été au niveau de nos têtes de place, ils ont fait plus de 2 semaines en train de travailler sur ça. Aujourd'hui, Mme Souminoa a présenté le budget qui est devenu une loi, comme notre ami venait de nous le dire. L'ECOFIN a récupéré pour pouvoir bien être regardant sur tout ce qui a été dit. Il y a ce que un des députés a pu dire que le ministère des Transports, Eliezer Tambo, parler de 60 avions, tout ça. Bon, ce sont des choses qui, bon, même le ministre lui-même, il était même étonné. Bon, ce sont peut-être des erreurs. Ou, si ce n'est pas une erreur,
tout gouvernement peut avoir une projection. Peut-être nous projetons avoir 60 avions, même si aujourd'hui c'est impossible, peut-être dans 10 ans, dans 20 ans, on peut avoir les 60 avions. Mais le ministre lui-même était étonné. D'une manière, pour citer, le budget lui-même, là, on nous propose les 60 avions, c'est ça? Oh là là. C'est une fiction. donc fiction. J'aimerais juste apporter une précision pour les compléter. En ce qui concerne les 60 avions, Ouais. il faut dire ici, le VPM des transports s'est peut-être étonné parce Merci, que Fiesta. ça c'est de la responsabilité du ministère du Plan. Vous savez, le ministère du Plan, dans la constitution du budget, c'est le ministère du Plan qui se projette dans la planification. mais le document parlait le document spécifiait le ministère des Transports. Le ministère du Plan, n'est-ce pas, il définit sectoriellement ce qui doit être fait. Ça, c'est le travail du ministère du Plan. Mais même lorsque vous devenez, ça veut dire quoi? Que vous pouvez, je peux devenir aujourd'hui, moi, David Motomo, ministre des Transports. Mais lorsque j'arrive, je trouve ce qu'on appelle une planification nationale. Ça voudrait dire que ça brosse tous les secteurs. Compris. Mais donc, ce qui est vrai que dans tout ce que nous disons, le peuple, le commun des mortels, veut avoir ce qu'on appelle du vivre fait. Du concret. Du concret. Le réalisme. Oui, c'est très important. Voilà pourquoi, dans l'applicabilité même de ces budgets, il faut que la population sente est-ce que la sécurité a changé. On a augmenté le budget à 25%. Est-ce que nous sommes à mesure aujourd'hui de faire face au Rwanda? Parce qu'il ne faudrait pas que le budget passe à 25 pour permettre qu'il y ait des ateliers à gauche, c'est d'ailleurs, je voulais au lieu de pouvoir donner les FRDC tous les moyens possibles. Partons directement dans l'autre aspect. Je suis toujours dans le budget. Oui. Moi, je veux m'asseoir dans le budget. D'accord. Pendant les préliminaires, c'est que mon frère a dit, je pense qu'il a brossé. Comme les pays est en guerre depuis des années, moi, je suis dans... les esprits sont concentrés dans cette axe. Dans une démarche. Dites-nous un peu sur la sécurité. En fait, la démarche du résultat. En fait, ce sont des propositions que nous sommes en train de faire. L'État est un mécanisme. En fait, c'est une entreprise, comme dit Max Weber. Alors, une entreprise n'a pas un résultat spontané. Je pars dans une démarche mathématicale. Je n'étais pas fort. Pour atteindre le point X, il faut commencer par le point A. Tu transites par le point T, tu atteins le point X. Pourquoi? Mais tu peux faire aussi un raccourci. Non. Il n'y a pas de raccourci parce que lorsqu'on est dans la gestion, il n'y a pas un bâton magique. C'est sur base d'une démarche. Alors, la démarche, elle est dualiste. Il y a la démarche qui est interne, du côté des autorités, la chambre noire ou les chambres noires. Il y a la démarche qui est externe. C'est ce qu'on appelle les résultats. En sciences politiques, on appelle ça les inputs et les outputs. Alors, ici, les inputs, ce sont les différentes revendications qui entrent. Mais lorsque il faudrait qu'il y ait output, les différentes résolutions, c'est là où ça, je ne dirais pas que ça blesse, ça traîne, parce qu'il faudrait qu'on puisse élaborer et on puisse cuisiner, enfin qu'on serve aux Congolais une bonne nourriture. Ici, par exemple, la question, comment est-ce qu'on veut avoir les recettes? Le problème, ce n'est pas comment est-ce qu'on va avoir les recettes. Le problème, c'est comment est-ce qu'on doit canaliser ces recettes. Mon frère a parlé du ministre des Finances, Doudou Famba. Vous sentez que depuis que le ministre est arrivé, il n'y a pas de paiement en procédure d'urgence. Cela est un modèle pour canaliser les recettes. Parce que le problème derrière de ce n'est pas l'entrée des recettes. Non, ce n'est pas l'entrée. C'est comment canaliser et orienter ces recettes. Et nous sommes en train de plébisciter vraiment le travail. L'entrée aussi pose problème. Pardon? L'entrée aussi pose problème. Non, l'entrée ne pose pas problème. La mobilisation ne pose pas problème. La mobilisation en République démocratique ne pose pas problème. C'est pas tout ce qu'on mobilise dans les caisses. C'est ce que j'ai dit. La canalisation et l'orientation de ces recettes. Canaliser signifie quoi? Prendre tout ce qui entre, les mettre dans un voie légal pour que ça suive un cheminement. C'est ça le problème. Aujourd'hui, par exemple, nous avons l'inspection générale des finances qui veille sur la canalisation des recettes. Le problème, je me répète encore, ce n'est pas l'entrée des recettes, c'est la canalisation. Ici, il y a certaines personnes qui vont dilapider. Nous avions vu dans le gouvernement passé comment est-ce qu'on a eu à payer l'argent des communs des mortels par des procédures d'urgence. Or, nous savons, les procédures d'urgence, pour que nous puissions payer, il faudrait qu'il y ait un dossier vraiment très sensible. Par exemple, l'armée congolaise, la sécurité. Mais nous avions vu comment est-ce qu'on a dilapidé l'argent par les paiements. Moi, je pense que ici, si je dois donner un coup de chapeau, je donne un coup de chapeau au ministre des Finances qui aujourd'hui garde une posture en faisant un travail, par exemple, avec les paiements
des fonctionnaires, les paiements des fonctionnaires ne dépassent plus les 25. Vous voyez, par exemple, quand on commence à réfléchir de cette manière-là, ça signifie qu'on cherche un équilibre. Mais je viens plus pour m'asseoir. Le nombre de pourcentages. Aujourd'hui, la sécurité... Il faudrait qu'il y ait aussi de matériel adapté pour mieux tenir, pour selon on commence le processus de pacification du pays. Oui, à plébisciter le travail qui est fait avant d'arriver à passer à un autre palier. La sécurité, parce qu'on englobe, la sécurité, ce n'est pas seulement l'armée. La sécurité aujourd'hui a une majoration de 25%. Le secteur d'agriculture a une majoration de 16,2%. Le développement rural a une majoration de 13,2%. Le développement rural, c'est ce que le président Tshisekedi appelle le développement à la base, avec le relancement du programme 145 territoires. Vous savez, le développement rural, je m'attelle pourquoi? Lorsque nous avons des infrastructures à la base, ça permet à ce que nos provinces se développent, ça permet à ce que l'économie soit diversifiée, ça permet à ce que nous puissions éviter l'exode rural. L'exode rural, les déplacements en masse des provinces vers la capitale pour chercher le bien-être. Donc ça là, je suis content de voir ces choses-là. Aujourd'hui, avec l'armée congolaise, avec le domaine de sécurité, 25%, je suis très content. Mais le problème, c'est que nous tirons une sonnette d'alarme, que ces 25% soient alloués effectivement. Exactement. C'est ça le problème. Que les 25% soient alloués effectivement à la sécurité. Ça signifie que les ayants droit, quand je parle des ayants droit ici, c'est le personnel sécuritaire. Quand je parle de personnel sécuritaire, les plus probants, je vois les militaires, je vois les agents de sécurité. Ils doivent être munis ou doivent bénéficier de leur allocation budgétaire. Lorsque ces personnes bénéficient de leur allocation budgétaire, moralement, c'est un coup de pouce. Parce que la plupart des choses qui se font dans l'aspect sécuritaire, c'est aussi parce que la morale est blessée. La morale est blessée par la corruption, la morale est blessée par la vente des minéraux. Or, lorsqu'on essaye d'asseoir la morale en donnant une très bonne rémunération à nos personnels militaires, c'est une guerre gagnée en avance vers le Rwanda. Parce que toutes ces personnes aujourd'hui, vous voyez par exemple, c'est là qui se disait politicien hier, Franck Diongo, moralement il est blessé. Il part chercher l'argent au Rwanda. C'est lui qu'on appelle Nanga. Aujourd'hui, moralement il est blessé, il part chercher l'argent au Rwanda. Donc moi je pense qu'il faudrait une allocation effective. Le domaine d'agriculture, une allocation effective. Parce que l'agriculture aujourd'hui, on peut exclure par exemple, on peut exclure tous les domaines. L'agriculture peut rester le seul domaine pour développer le Congo. On peut exclure tous les domaines. Parce que dans l'agriculture, on plante. Dans l'agriculture, on peut transformer. Dans l'agriculture, on peut exporter. Alors, il faudrait que nous arrivions dans cette dimension. Il faudrait aussi que les communs des mortels savent que l'agriculture dont nous parlons, ce n'est pas une agriculture vivrière, mais c'est une agriculture industrielle. L'agriculture industrielle, c'est comme la gestion de la République. C'est une agriculture qui est procédurale. Ça signifie qu'on va planter, on récolte, on transforme, on encaisse et puis on vend. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas que lorsqu'on plante les maïs, je pense, ça fait 3 mois. Quand on termine de planter, on récolte. On termine de récolter. On doit encaisser, on termine d'encaisser et puis on doit vendre. Donc, on distribue, on doit vendre. Voyez un peu comment ça prend. Donc, moi, je suis à 90% satisfait. Satisfait parce que il y a très longtemps que nous avions vu le Congo majorer dans les chiffres comme ça. Nous nous sommes habitués à dépendre de l'extérieur, à emprunter, à attendre des programmes venant, des projets venant de l'extérieur. Mais lorsque aujourd'hui nous voyons que les finances de la République démocratique du Congo commencent à tourner à l'interne, M. Tony, avec le feeling patriotique, il faudrait d'abord dire bravo au président de la République. Il faudrait d'abord dire bravo à ceux-là qui travaillent. Je ne cesserai de dire bravo au ministre des Finances. Je ne cesserai de dire bravo à l'inspection générale des finances aujourd'hui. Monsieur Gilles Alinguete. Monsieur Gilles Alinguete aujourd'hui qui Très bien. Mais il faut aussi féliciter. Je ne sais pas s'il a celui du budget. Mais bon, non, je ne cesserai peut-être les noms. Vous voyez dans la cogitation, les noms peut-être sont en train de faire. Mais nous ne cesserons jamais de dire merci à ces personnes-là aujourd'hui qui comprennent la nécessité du développement. Parce que le grand problème au Congo, c'est la nécessité du développement. Il faut comprendre la nécessité du développement. Lorsque nous comprenons la nécessité du développement, toutes les personnes vont travailler dans la même dynamique. Aujourd'hui, avec le ministre Constant Moutamba, il a compris la nécessité du développement. Il a imposé une dynamique.
dans le ministère de la Justice. Donc c'est de cette manière-là que nous voulions. Tous, nous sommes ici. Aujourd'hui également, avec le ministre Patrick Mouya Katembwe. J'aime. Oui, En fait, moi j'aime des narratifs. Je vais finir par là. De tout ça, il faut que la population sente. Non, en fait, moi si c'est un domaine, c'est les mêmes ministres que non. En tout cas, je veux finir cette moi je termine par là. tranche Je termine par avec là. vous. Le domaine de la communication. En fait, il faudrait à chaque fois, comme mon frère parle bien des contextes, oui, des contextes, il faudrait à chaque fois cartographier les contextes. Il faut analyser quel est l'apport de la communication au regard du ventre ou du vouloir manger ou truc de la population. Nous avions voulu une communication de proximité. Nous avions voulu une communication pédagogique. C'est ce que fait le ministre Moussa. J'arrive. Aujourd'hui, nous n'oubliez voyons pas le VPM de la fonction publique. Monsieur Tony, c'est très important. Nous allons finir la temps, s'il vous plaît. Aujourd'hui, monsieur Mouya a imposé une dynamique. C'est que lorsqu'il y a un domaine qui ne va pas, mais qui doit demander on fait appel d'abord au ministre sectoriel et il y a une communication. Cela permet à ce que le peuple congolais soit au courant de ce qui se passe. Vous avez, c'est ça qu'on appelle la communication de proximité. C'est la même communication que utilisent les chefs d'État avec son temps Tshisekedi. Moi, j'ai vu les présidents venir ici, excusez-moi, venir ici, mais ne pas connaître Kanlouka. Tshisekedi est descendu jusqu'à Kanlouka. Kanlouka se trouve où? Se trouve dans la capitale, dans la commune d'Engalima. Mais un président qui a géré pendant 18 ans ne connaît même pas là où se trouve Kanlouka. Non. Mais oui, ce sont des choses vraies. Est-ce que vous croyez que pour que le président sache Kanlouka, il faut qu'il sache? Mais oui, je vous dis des choses vraies. Je vous dis des choses vraies. Les présidents nous ne devons pas tomber dans monsieur fanatisme. André, Ce n'est pas parce que Joseph Kabila n'est pas descendu à Kanlouka qu'il ne connaît pas Kanlouka. C'est un fait réel. Non. Est-ce que vous croyez que Félix Tshisekedi est descendu partout à l'est ou dans le... Non, je parle d'abord de la capitale. N'oubliez pas que la mauvaise communication tue la communication. C'est un fait réel. Le président... c'est le fanatisme. Le président... Non, c'est pas ce sont les cultes de personnalité. Non. C'est un fait réel. C'est un fait réel. Non, c'est un fait réel. Le président... André, comment nous arrivons à la fin? Nous arrivons à la fin de cette tranche, mais vous avez oublié pratiquement la culture et les sports. Ce sont aussi deux domaines mal affectés dans le budget de la République démocratique. Et le président de la République vient de donner à Sam Angoué, un Angolais, un véhicule, avec un Rumba. Mais c'est Tony, merci beaucoup. Vous êtes spécialiste. Merci beaucoup, M. Tony. J'ai suivi les applaudissements, acclamations au ministre des Finances, ceci, tout ça. Mais ils ont oublié de souligner un aspect, qu'il y a des dénonciations par les députés de l'affectation du budget de l'année passée ou du régime passé. Je ne sais pas s'ils vont se rappeler qu'il y a des frais qui ont été utilisés ou payés en mode d'urgence et que ça a été décrié par les députés. Je l'ai dit, non? Non, vous n'avez pas fait allusion à ça. Permettez que je finisse. Et ça c'est devenu une coutume. Même si on va défendre, non, ce n'est pas une faute de gestion, mais c'est aussi la faute de gestion. Dans ce pays, si on faisait ceci, heureusement que la plupart d'entre nous, avions fait le latin philo. Lorsque nous apprenions les Kikero, les Senotusu, ce sont de savants. Ça veut dire des gens qui sont irréprochables. C'est des gens qui sont de modèles dans le monde scientifique. Donc c'est comme ça que, d'abord, je salue le débat. Le niveau déjà des débats est en train d'osser au niveau de l'hémicycle. Ça, il faut saluer. C'est ce que nous voulons, que le député aille un peu plus loin que ça. Parce que c'est des saints qui sont là-bas. Alors, mais maintenant, la problématique reste à quel niveau? C'est le niveau de mobilisation de recettes. Quand il dit ça, vous niez. C'est aussi un problème. Vous pensez que nous, le Congo, nous pouvons mobiliser, ou nous pouvons nous limiter à 18 milliards ou le budget que nous avons actuellement? Non, on peut aller au-delà de ça. Si nous avons réellement le sérieux dans tout ce que nous faisons. Il y a beaucoup d'entrées dans ce pays. Il faudrait quand même également féliciter le gouvernement qui arrive aujourd'hui à 18 milliards. J'ai salué, mais c'est Tony. Que diriez-vous à celui qui va vous dire que lorsqu'on avait un budget de 4 milliards, les gens vivaient un peu mieux qu'aujourd'hui, les sociales. Que diriez-vous à ces gens-là? Mais nous avons 18 milliards, mais les gens ne se retrouvent presque pas.
Maintenant, c'est le niveau. J'ai apprécié même le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, qui a dit il est pour qu'il fasse même 4 jours là-bas pour étudier comment payer notamment les enseignants. C'est des débats comme ça que nous voulons. On ne vient pas ici X ou Y, je ne vois pas quelqu'un qui m'a payé moi à l'université. Donc je ne viens pas ici faire de beaux yeux à quelqu'un. Ici, c'est le Congo. Le Congo les de députés Lumumba. touchent combien? 40 000 $. 40 000 $. Vous Et allez demander aux autres d'avoir un cœur patriotique. Vous voyez, vous allez demander aux autres d'avoir un cœur patriotique. Non. Donc, et même ce que nous avons dit, il y a des gens, on a cité ici, permettez, l'article 70 de la Constitution, l'article n'a rien. Ce que nous avons dans ce pays, c'est le rhum d'homme. Moïse-Tour me fait signe que c'est la fin. La pratique. C'est l'application de ça que nous avons. J'aimerais attention, lorsque vous parlez de la mobilisation des recettes, vous savez, c'est des termes très techniques. Vous avez parlé d'une autre manière de coulage des recettes. Est-ce que vous savez que le taux de coulage des recettes n'est fait que descendre depuis l'avènement de Félix Tshisekedi? Ça veut dire quoi? Que l'État arrive à capter, n'est-ce pas, tout ce qui est généré dans l'économie nationale. C'est là où maintenant on fait appel au PIB, au produit intérieur brut. C'est ce qui est produit à l'interne, il faut maintenant arriver, ça devient des recettes. Et puis après, lorsque vous parlez de la qualité de la dépense publique, l'efficacité de la dépense, c'est pour une première de notre pays où on a affecté à peu près plus de 30% dans les dépenses d'investissement. Parce qu'en termes de dépenses, il y a ce qu'on appelle, Tony, les dépenses de consommation. Il faudrait que cet argent... Voilà, c'est bien beau, c'est voilà un aspect, mais maintenant, dans les investissements, dans l'histoire de notre pays, nous sommes à la fin. 16% des dépenses dans l'agriculture. On parle que tout l'argent part dans le pays. S'il vous plaît, tolérance. Non, maintenant, il y a une redéfinition. On a enlevé cet aspect d'investissement, mais c'est Tony. On a cité par exemple à Lodja. La première ministre a cité, on a financé le travaux de l'aéroport de Lodja. Je viens de Lodja. Et j'ai même pris mon téléphone pour appeler le président du caucus des députés de Lodja pour lui demander. Moi, je viens de Lodja. Quand est-ce que cet argent a été payé et est-ce que ça a été financé quand? Merci. Le travaux. Cher monsieur, c'est la fin de cette tranche. S'il vous plaît. Il y a un programme juste après moi. Il y a un programme juste après moi. S'il vous plaît. On va essayer de voir prochainement. Idéalement, mais pratiquement comme ça sur le terrain. L'argent peut être décaissé. Est-ce que je peux récupérer la parole en tant que le leader de l'école qui ont été cités, mais c'est sous l'intérêt. Merci. Merci, cher monsieur. Budget actuel, on a aussi cité. Cher monsieur, le relancement du programme. respectez les règles de l'émission. Le relancement du programme. C'est la fin. Pas de vous citer les C'est la fin de cette On émission. parle d'une chose qui est très importante, les vécus du peuple. Oui, mais le temps. Non, j'ai dit l'impact. Le temps. Lorsque l'on parle du taux d'inflation qui a été maîtrisé, alors le taux de change qui a été maîtrisé, ça veut dire que c'est pour une première. Depuis l'avènement de la Covid, vous allez expliquer parmi les pays bien maîtrisé. Mesdames et messieurs, merci. S'il vous plaît, avant de finir cette tranche d'animation, On a maintenu la gratuité. On ne vient pas saluer On a maintenu la s'il vous plaît, La gratuité, s'il vous plaît.